messieurs, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres qui seront développés dans quelques minutes. Le Conseil électoral n'entend pas céder aux pressions de la rue. Les conseillers électoraux préparent activement le second tour des élections présidentielles prévues pour le 27 décembre prochain. Le coordonnateur du bureau d'Haïti au département d'État américain, Kenneth Merten, a mis fin mercredi à sa mission d'une semaine dans le pays. Lors de son séjour, le diplomate a rencontré plusieurs personnalités. Célébration le 10 décembre du 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Haïti, cette journée a donné lieu à plusieurs activités, dont une marche pacifique regroupant organismes des droits humains et organisations politiques. Notre collègue Wendell Théodore, directeur de la salle des nouvelles à Métropole, s'est fait agresser vendredi soir à Delma 75 par 4 individus armés qui l'ont dépouillé de tous ses biens. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Pierre-Richard Casimir, est préoccupé par l'augmentation des actes de violence dans la région métropolitaine. Et enfin, le ministère de la Défense a organisé une visite guidée au local du centre de facilitation militaire situé dans la commune de Gressier. Les différentes étapes de la réactivation des forces armées ont été présentées. Comme mentionné en titre, le Conseil électoral n'entend céder ni aux pressions de la rue, ni aux appels des secteurs qui réclament la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Et pour répondre aux acteurs politiques qui sollicitent à travers les médias un report des élections, le CEP souhaite qu'ils entament une démarche institutionnelle. La conseillère électorale, Yolette Mingual, a fait savoir que les mouvements de protestation à travers les rues ne peuvent pas compromettre la réalisation du second tour des élections. Toujours selon la conseillère, le candidat à la présidence, Jude Célestin, n'a pas remis officiellement sa lettre de désistement à l'institution électorale. Aussi, le processus se poursuit. Madame Mingual précise aussi que les forces de l'ordre assureront la protection des citoyens afin de permettre la tenue de ces joutes le 27 décembre prochain. Mission nous a fini lorsque effectivement nous fini faire élection deuxième tour présidentiel avec collectivité pour nous renouveler personnel politique là. Au regard du décret électoral, le Conseil électoral capable de prendre des mesures qui s'imposent au cas où nous avons information que y a deux candidats à la présidence annoncé Conseil électoral là officiellement que yo pas pralé yo désister. Non, autant que je sache, Conseil électoral là pas recevoir aucune correspondance dans ce sens. Le 27 décembre, c'est un jour qui prévoit dans le cadre décret électoral là pour nous organiser deuxième tour présidentiel et Conseil électoral là de concert avec d'autres institutions du pays qui là pour capable d'hypothéquer dans la réussite journée particulièrement et la police nationale y a mis tout en œuvre pour que gagne un environnement sécuritaire, un environnement serein pour population capable à l'exercer droits civils et politiques. Mais plusieurs voix se sont élevées pour opiner sur la question. C'est le cas de l'ancien ministre de la Justice, Michel Pierre-Brunache, qui juge la crise électorale de très grave. Selon lui, le CEP aurait dû rassurer par tous les moyens les électeurs sur le processus de tabulation en fournissant plus de transparence. M. Brunache reconnaît également que certains partis sont de mauvais perdants en refusant par exemple de s'avouer vaincus. Comme à l'accoutumée, chaque élection toujours charriée un pile mécontentement et un pile problème. Et nous vivons une très grave crise post-électorale ces derniers temps. Et nous pouvons un bout de tunnel pour qui ça, parce que c'est une crise de confiance que Dieu. Et il y a des accusations de part et d'autre. Et malheureusement, le conseil électoral là, pour agissement ni pour des gaffes que vous faites, pas permettre que mettre tout le monde en confiance. Donc c'est une cause fondamentale que je. Non seulement nous sommes souvent de mauvais perdants, parfois également de mauvais gagnants,
Mais et surtout, nous choisissons un arbitre qui peut permettre que l'élection passe en toute sérénité. Et cette fois-ci, et bien encore une fois, le Conseil électoral a péché d'un niveau de transparence, d'un niveau de précipitation, d'un niveau de communication, qui fait que, et de bonne ou de mauvaise foi, tout le monde a inquiétude sur le reste du processus. Entre-temps, le réseau indépendant d'assemblées législatives nationales des pays des Amériques et celle de la Caraïbe, par l'Américas, déploiera une mission en Haïti dans le cadre de la continuité des activités d'observation du processus électoral qui ont commencé, on le sait, depuis le mois de septembre 2015, selon le chef de la mission d'observation, Alain Gauthier, que nous écoutons. La mission est ici pour écouter, pour observer, pour encourager le dialogue comme moyen d'arriver à aplanir les différences. Notons que cette observation s'inscrit dans la continuité des activités d'observation du processus électoral qui ont commencé depuis le début de septembre dans le cadre de notre mission. Outre l'équipe cadre basée à Port-au-Prince et composée de 8 experts en matière électorale, 14 observateurs à long terme sont déployés dans l'ensemble du pays, dans les différents départements, pour les élections à venir. Dans ce contexte d'observation, la mission met en place un instrument supplémentaire d'observation, la présence d'une délégation parlementaire composée de 5 parlementaires des Amériques. Elle constitue un pilier de notre programme d'observation. Les parlementaires qui nous accompagnent apportent des connaissances vastes en matière de bonnes pratiques et une expérience en coopération politique dans la promotion des priorités législatives au sein d'une équipe et d'un milieu multipartite. Elle apporte aussi l'expérience dans le développement des structures et des méthodologies sur la façon d'aborder et de surmonter les obstacles qui empêchent l'intégration des femmes dans le processus électoral et au sein des partis politiques et dans la société civile. Le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, qui a rencontré le CEP la semaine dernière, s'est dit prêt à faire des compromis pour trouver une issue à la crise née des élections. Jovenel Moïse, qui est contre toute compromission, est toutefois prêt à s'incliner devant n'importe quelle décision du CEP, tout en se montrant attaché à l'aboutissement du processus. Il est d'ailleurs actuellement en campagne électorale, alors que pour le groupe des 8 candidats, il n'y aura pas d'élection le 27 décembre prochain. Et selon l'analyse de l'homme politique Himmler Rebu, invité à la rubrique Le Point cette semaine, seule une vérification crédible des élections du 25 octobre permettrait la poursuite du processus électoral. Je ne vais pas parler de résultats, parce que moi-même, je reconnais qu'il faut. Je reconnais qu'il faut. Et c'est parce qu'il faut qu'il fait pas la durée longue comme ça. Parce que, écoute, au fond, l'élection n'est pas pour pouvoir faire. Bon, même si tu as pris avec madame ou petit ou la caillou. Je dis, ah, mon cher, j'ai un doute. Son élection fait. Nous faisons l'élection pour dire, ah, mon cher, je ne vais pas finir quoi. Ça dit, non, c'est ça. Bon, moi. Bon, ça a fait me lier ou empêcher moi. C'est pour qu'on va cacher. Nous n'avons pas besoin ni blanc, ni noir, ni nègre pour nous comprendre ça. Maintenant, ce qui a été fait, qui mérite d'être caché, capable tellement énorme, que nous avons tous peur de la vérité que nous avons fabriquée et qui devient laide à nos yeux et revient effrayer nous. Donc, c'est ce qui arrive. Parce que ce qui est demandé est une affaire simple. Simple. M. Pomba prétexte, il y a une disposition légale. Il a affirmé qu'aucun des acteurs engagés dans le processus ne peut faire marche arrière, tout en disant craindre que la situation ne dégénère en affrontement. Tous les acteurs sont condamnés. Le président Martelly ne peut pas se permettre le luxe d'avoir après lui un gouvernement qui ne lui donne une certaine assurance de sécurité personnelle. Ça, ce n'est pas une information, c'est un réflexe naturel. D'ailleurs, le premier jour où quelqu'un accède à la magistrature suprême de l'État, sa première préoccupation, c'est sa survie après. On dit par exemple, il dit, commission de vérification pas faite. Là, l'élection, il n'y a pas même besoin d'aller de faire une déclaration à la nation, dit Jovenel, président. La communauté internationale,
la communauté internationale, sous position où elle y a, qui est erronée, n'est pas foutu faire battre non plus. Le coordonnateur du bureau d'Haïti au département d'État, Kenneth Merten, a bouclé mercredi une mission d'une semaine dans le pays. Et au cours de son séjour et lors de ces différentes rencontres, M. Merten a réitéré le support des États-Unis pour l'organisation d'élections honnêtes et inclusives. Il a encouragé toutes les parties à travailler conjointement pour garantir des élections pacifiques et crédibles. Le diplomate américain s'est entretenu avec plusieurs personnalités, citant par exemple le président Michel Martelly, le candidat du PHTK Jovenel Moïse, le Premier ministre Evans Paul et le candidat de la paix Jude Célestin, qui lui aurait remis un mémorandum contenant les revendications du groupe des 8 qui est indispensable à la réalisation du second tour des élections. La présence du coordonnateur américain en Haïti a suscité un lever de bouclier parmi certains hommes politiques. Éric Jean-Baptiste, par exemple, candidat à la présidence, s'est insurgé contre l'ingérence étrangère dans les affaires haïtiennes. Pour sa part, le juriste Camille Leblanc juge que l'émissaire du département d'État tente d'imposer sa solution aux acteurs politiques. Il faut rappeler que M. Merten a occupé le poste d'ambassadeur en Haïti et que l'émissaire américain s'est intéressé également à la situation des déportés en provenance de la République dominicaine. Il s'est d'ailleurs rendu à Anse-à-Pitre où sont hébergés plusieurs centaines de déportés. Le diplomate a travaillé aussi avec les responsables de l'Organisation internationale pour la migration et des ONG qui sont impliqués dans la gestion des centres d'hébergement. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, en France. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale et la création de l'Organisation des Nations unies, les dirigeants du monde entier décidèrent de renforcer la Charte des Nations unies, garantissant le droit de chaque personne, en tout lieu et en tout temps, pour ne plus jamais laisser se produire des atrocités comme celles commises pendant les années de guerre. En Haïti, pour célébrer cette journée, plusieurs activités avaient été organisées. La plus retentissante fut une marche ordonnée par les organisations de défense des droits humains. Elle s'est vite transformée en manifestation contre le CEP et le pouvoir en place. Il faut dire que la responsable du programme du Réseau national de défense des droits humains, Marie-Hélène Gilles, a, dans un message, appelé à la mobilisation pour exiger du CEP et de l'exécutif le respect du droit de vote de la population. Possibilité pour la petite dans le pays. C'est ça que fait. Marche journée jeudi, montrer le monde entier, nous pas d'accord et nous pas jamais d'accord pour droit vote nous passer en papier. Parallèlement, le doyen de la faculté des sciences juridiques de l'université Quisqueya, le professeur Bernard Gousse, a dénoncé lors de cette journée aussi l'inaction des organisations des droits humains aux côtés des victimes d'actes impunis. L'ancien ministre de la Justice, qui a aussi attiré l'attention sur le caractère unilatéral des organismes de droits humains en Haïti, a plaidé pour une redynamisation de la lutte pour le respect des droits de l'homme dans le pays. Le premier droit qui vous protège, c'est le droit que le monde entre la caille et le sortir. Pour un parent, je vais une petite fille rentrer sur l'école. On va raconter c'est ça, mon honnête et différent. On va réfléchir. Droit pour les défendre le premier, c'est pour le monde qui travaille, qui a étudié, qui a fait promesse, que l'on bac, que l'on maquette. Droit pour un petit monde, aujourd'hui, 2 jours près des lieux sans de la santé. C'est eux qui toujours songer l'enfant, et n'a pas les droits du monde. C'est eux qui nous défendent l'enfant. Le premier droit, c'est que chaque vote citoyen est égal. Nous parlons ça ici là déjà, mais nous ne sommes pas d'accord. Avec la Constitution, côté vote citoyen n'est pas égal. D'après la Constitution, et là, on a regardé des recensements,
18 000 personnes corail par yon député. Même gens à 465 000 personnes cassées par yon député. Je ne suis pas d'accord. Si 32 000 personnes habitent Rosso par yon député et 327 000 personnes dans la région par yon député. Dans la caisse, yon Rosso égale 10 personnes dans la région. Deuxième droit, c'est le peuple là pour choisir le monde qui vous dirige. Si il y a un problème, il faut qu'il y ait un tribunal qui vous résoudre ça. Médecin qui présentait Jean procès élection faite devant le tribunal électoral. Mais il faut que le tribunal la crédit. Donc je reconnais aujourd'hui que le droit peuple là pour choisir dirigeant violé. Parce que la justice électorale a passé la justice dans les bêtises. Heureusement, je dis à nous qui on a fait final. Mais moi, qui est-ce qui est deuxième? C'est Haïti. Sachez aussi que l'école de la magistrature de Port-au-Prince a clôturé vendredi une session de formation en droit international et droit de l'homme. Pierre-Richard Casimir, qui est le ministre de la Justice, a rappelé lors de cette cérémonie de clôture que les droits de l'homme ne sont pas un cadeau, mais plutôt un acquis qui doit être préservé. Les droits et libertés que nous désignons aujourd'hui sous l'appellation de droits de l'homme n'ont pas été un cadeau de l'histoire. Non seulement ceci a été une conquête, mais il nous appartient, comme l'a dit un intervenant qui m'a précédé, de travailler sans relâche pour préserver cette conquête. Ils ont été conquis de haute lutte. Cette conquête ne vaudrait rien si les nouvelles générations ne sont pas à chaque fois conscientisées autour de son importance et des meilleurs moyens d'en préserver les acquis. Mesdames, Messieurs, les récipiendaires, j'espère de tout cœur que les diplômes que vous allez recevoir aujourd'hui ne serviront pas uniquement à embellir davantage vos CV ou à être accrochés dans les murs de vos bureaux. Sachez que notre pays a accumulé du retard dans la mise en œuvre des conventions internationales et régionales relatives aux droits de l'homme. Un autre sujet d'actualité qui préoccupe les esprits. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Pierre-Richard Casimir, est préoccupé par l'augmentation des actes de violence dans la région métropolitaine. Soutenant que cette situation est récurrente, surtout pendant la période des fêtes de fin d'année, il a aussi ajouté que les responsables du Conseil supérieur de la police nationale planchent sur de nouvelles dispositions pour freiner ces actes de violence. Nous sommes conscients et nous, c'est le premier monde qui est préoccupé parce que nous avons une responsabilité à assurer que tout le monde peut fonctionner librement sans que ne pas menacer dans la vie, sans que ne pas menacer dans le bien. Nous notons effectivement, et les policiers par exemple sont les premiers visés. Donc nous-mêmes nous préoccupons et il y a des réunions qui sont faites pour que un plan de sécurité que la police a préparé. Malheureusement, en période de fête, fin d'année, généralement, toujours continue monter. Nous, en période électorale, nous avons souhaité que ça ne pas arriver, mais nous sommes conscients de ça. C'est nous-mêmes, je dis, qui avons une responsabilité de diriger le pays. Nous avons une obligation pour nous travailler d'arrache-pied pour améliorer le climat sécuritaire. La police a sur-sollicité, une sollicitation à outrance qui fait de la police. S'il est vrai que nous reconnaissons, par exemple, droit manifester, son droit qui reconnaît par la Constitution pays, mais là, nous faisons trop de manifestations. Les manifestations sont trop régulières. Je ne vais pas rappeler qui quantité de policiers nous avons dans la zone métropolitaine. Là, où il y a 200, 300 policiers concentrés dans la sécurité, dans la manifestation. Il y a une zone qui est vide. Ajoutons que notre collègue Wendell Théodore, directeur de la salle des nouvelles à Métropole, s'est fait agresser vendredi soir à Delma 75 par 4 individus armés qui l'ont dépouillé de tous ses biens. Wendell n'a pas été violenté par ses agresseurs. Intéressons-nous aussi à l'agent intérimaire de Cité Soleil, Esaïe Beauchard, qui a tiré la sonnette d'alarme devant le développement de la délinquance infantile dans sa commune. Il explique que des enfants sont armés par les chefs de gang et utilisés pour remplir certaines missions.
M. Bochard a fait savoir que les autorités peinent à mettre un terme à ce type de violence dans une commune qui compte plus de 90% de chômeurs et où les ingérences des organismes de défense des droits humains empêchent toute action déterminée de reprise en main. Je dis, le plus gros phénomène qui est dans la cité, c'est enfants soldats. Enfants soldats veut dire qui ça? C'est des petits gens qui ont 12-13 ans, qui n'ont pas de capacité de raisonnement, capacité de réflexion, qui ont des âmes. Comment on fait des âmes? Parce que Cité Soleil, pas de franchise douanière. Comment on fait des âmes? C'est en fonction de petit pied, des âmes, petit pied remis à petit seul, et c'est petit pied qui bosse là. Pour une raison pour l'autre, il y a des politiciens mal intentionnés qui utilisent pour faire crime au détriment de la société. Oui, nous avons fait un recensement, nous avons sous plus passé une trentaine de jeunes, d'enfants soldats. Dans Cité Soleil. Dans Cité Soleil, que ils ont utilisé pour faire des crimes. Cité Soleil, c'est 2% de qui travaillent. L'armée comme seule instance qui est dans la commune, qui a travail, nous pétons le plafond. Là, nous pétons le plafond, comment? Nous sommes à 250 personnes. Et aujourd'hui, nous passons plus que 380 personnes. Le ministère de la Défense a organisé une journée de porte ouverte vendredi au local du centre de facilitation militaire situé dans la commune de Gressier à l'attention des journalistes. Ce local, qui est un don du gouvernement sud-coréen, est actuellement occupé par les étudiants de la première promotion du corps de génie militaire en formation. Le ministre de la Défense, Lénaire Renault, a lors de cette visite présenté les différentes étapes de réactivation des forces armées d'Haïti et l'orientation que l'État haïtien veut lui attribuer. Il y a gagné un arrêté qui sorti le 5 janvier 1995. Et moniteur ça, qui était sorti le 5 janvier 1995, là, il libellé arrêté portant création de la commission de restructuration des forces armées d'Haïti. C'était le 5 janvier 1995. Vient un deuxième arrêté qui sortit le 9 septembre 2004 qui portait sur création commission citoyenne nationale de réflexion sur les forces armées d'Haïti. Toujours dans le cheminement, vin gagner un acte qui pourra le poser. Et acte qui pourra le poser, est lié justement à arrêté qui était sorti 5 janvier 1995, là, qui était porté sous restructuration de l'armée d'Haïti. Eh bien, corollaire à ça, c'est la création du bureau de gestion des militaires démobilisés. Pour aller au quatrième arrêté, toujours dans le même cheminement, qui c'est la création de la commission présidentielle de réflexion sur la sécurité nationale. C'était en octobre 2006. Vinguen au cinquième arrêté. Cinquième arrêté, hein? Cinquième arrêté, hein? C'est une commission d'État d'organisation de la composante militaire de la force publique. C'était en novembre 2011. Pour aller au sixième arrêté qui c'est la réactivation du ministère de la Défense. C'est en 2012. Où le devoir nous appelle, où le devoir nous commande d'y être. Ce n'est pas le travail en propre de Lénaire Renault, ministre de la Défense, du président Martelly, ou que sais-je, un premier ministre,
Le ministère de la Défense est au service de la République. Ce sont des jeunes qui n'ont de prétention que de vouloir aider un pays. De vouloir aider un pays à sortir des ornières du sous-développement. Des jeunes qui sont rivés à ce vouloir de voler au secours des autres, comme nous le rappelle le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le ministère de l'Éducation nationale a présenté cette semaine le manuel des paiements effectués aux écoles du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, le PSUGO. Ces paiements ont été effectués de novembre 2011 à septembre 2015. Pas moins de 200 écoles ont été fermées pour cause d'irrégularité et non-respect des normes administratives. Le programme a continué à travers les écoles publiques, prioritairement. Il y a quelques écoles privées que nous faisons exemption, que continué le programme dans la première et deuxième année, mais le gros du programme a fait sur la première et deuxième année. Et nous connaissons tout un ensemble de contrôles que nous avons fait pendant le programme, et qui viennent aboutir à ce qu'un certain nombre d'écoles sortent dans le programme. Une fois que nous constatons l'école, que ce soit dans le niveau pédagogique, qui ne répond pas, par les professeurs qualifiés, conditions d'hébergement élèves exécrables, que ils n'ont pas respecté des délais que nous baillons, ils n'ont pas soumettre liste de formation de classe, liste de décision de fin d'année, eh bien, l'école, ça, une fois que vous pas propice pour vous prendre en charge un petit monde pays d'Haïti pour scolarité, nous retirons dans le programme et nous diriger élèves, ça, petit monde, ça, vers des écoles publiques. Particulièrement en commune Goumon et commune Carrefour, nous avons plus de 200 écoles qui mis à l'écart en attendant d'autres mesures. Et il y a quelques écoles dans l'Ouest qui carrément dans l'état où nous avons fermé. Nous avons dit, bon, ça va fermer carrément. Donc, nous, je les compte en attendant. Il n'y a pas accès à compte ça, en attendant que nous avons fait screening pour nous confirmer ou infirmer suspicion, est-ce que le vérifier ou pas, à ce moment-là, si vous nous transmettre à la justice. Éducation toujours, des débats nationaux sur la place du numérique dans la formation des enseignants ont eu lieu cette semaine. Des nouveaux outils d'innovation utiles à la formation des enseignants et des élèves ont été présentés et devront aussi permettre de produire un document de référence à l'intention des formateurs. Ajoutons que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé un atelier de travail sur l'aménagement linguistique pour promouvoir l'intégration du créole à la maternelle. Si je prête pour me mettre dans une salle de formation selon le modèle traditionnel, je vais prendre 10 ans pour me former 120 000 personnes. Donc, il faut nous jouer une façon pour nous offrir un bagage de qualité à un pile de monde en même temps. Et heureusement, nous dans le 21e siècle, nous avons tout dispositif numérique qui c'est les MOOC, qui sont les applications interactives, qui sont des méthodes hybrides. Nous avons une chance capable d'appliquer ça en Haïti pour que très rapidement, on enseignant ou non professionnel d'éducation. Le ministère de la Santé publique a lancé la politique générale de sécurité transfusionnelle dans le but de régulariser le système de transfusion sanguine dans le pays. Absence de sang capable de faire les gens mourir dans la situation difficile. Chaque monde a un genre, un programme de sécurité transfusionnelle. Chaque monde a un genre que qui genre pour faire don de sang, qui genre pour le système de marché. Or, le ministère là, c'est une politique publique pour que quel que soit mon un livre de référence pour premièrement, mais qui démarche le système de sécurité transfusionnelle la fait poursuivre. Nous faisons des examens pour nous assurer que ça est de qualité. Le ministère de la Santé publique aidé de auxiliaires techniques, tant que la Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge haïtienne, permettent que nous fassions des analyses très poussées de telle sorte que l'homme a pour recevoir un sang
c'est un sang vraiment sain, c'est un sang sécure. C'est de là que le mot sécurité a venu. Cependant, nous avons des petites lacunes, côté que gain de l'œil. Il y a des gens qui par plaisir, qui demandent par exemple 3 pochettes de sang, 4 pochettes de sang. Ils n'ont pas besoin de tout utiliser un grain de l'autre l'arrêter là, le gâter. Dans le système, il y a un pile de bagages pour nous changer. Une dernière expérience que je fais, c'est qu'à partir de 7h du soir, il ne va pas recevoir mon gars de ça. Ça, c'est pour changer, parce que là, ça, le monde aller, il doit changer d'idée et puis il dit pas encore. Donc, c'est autant de petits points qui semblent ridicules, mais qui permettent que l'organe politique national de sécurité transfusionnelle, l'organe loi qui peut permettre ou capable de prendre des décisions par rapport à un écart qui fait dans la matière, loi que nous pouvons gagner et espérer que cette 50e législature l'a fait. Le SAN a bien tous les outils que nous avons besoin pour nous négocier avec les partenaires et pour nous négocier sur toute chaîne pour que tout le monde respecte les règles. Par ailleurs, la Société nationale de la Croix-Rouge haïtienne et son partenaire, la Croix-Rouge américaine, ont procédé à la remise symbolique d'un lot d'équipements médicaux au ministère de la Santé publique et de la Population. Ce lot de matériel est destiné à plusieurs institutions sanitaires, par exemple dans les départements du Nord et de l'Ouest. Ces équipements sont offerts dans le cadre de la mise en œuvre de 2 importants programmes de la Croix-Rouge haïtienne ayant bénéficié du support technique et financier de la Croix-Rouge américaine. Il s'agit du programme La Vie Méon en Quartier-Pam, appelé l'AMICA, dont la zone d'intervention est à Carrefour-Feuille, et le programme Grand Nord Pijam, conduit dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest depuis le début de 2013. Les institutions sanitaires bénéficiaires de ces équipements se retrouvent en effet réparties dans ces différentes zones d'intervention. Plus précisément, 31 centres de santé répartis dans les 3 départements du Grand Nord, 2 centres de santé à Carrefour-Feuille et le bureau communal sanitaire de Port-au-Prince ont reçu ces équipements. Monsieur le directeur général, je réitère ici l'engagement de la Croix-Rouge américaine aux côtés de la Croix-Rouge haïtienne à vous aider à bâtir des communautés plus saines et plus résilientes à travers le pays. Je commencerai par remercier la Croix-Rouge haïtienne et son partenaire, la Croix-Rouge américaine en Haïti, d'avoir pensé à faire ce don d'environ 1000 équipements de base aux institutions sanitaires qui en avaient fait la demande et qui en avaient un besoin urgent. Il s'agit, comme l'a dit le représentant de la Croix-Rouge haïtienne, de 26 institutions et qui maintenant vont voir leur capacité améliorée sur le plan technique et surtout les services offerts à la population également améliorés dans les domaines de la pédiatrie, de l'obstétrique et de la gynécologie et de la petite chirurgie en particulier. Et je prends l'occasion pour demander à nos directeurs des départements sanitaires du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest et même de l'Ouest, parce que Carrefour-Feuille est aussi impliqué dans ce travail, de bien s'assurer que ces matériels sont mis à bon usage dans les institutions, qu'ils soient bien maintenus et conservés afin que cela puisse se traduire par une amélioration réelle des services à la population. Et avant de clore ce magazine, sachez qu'un nouvel ATI national a été élu pour 7 ans par la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens. Le Ougan, Alcena Zamor, a donc été choisi jeudi par les représentants des 10 départements et le grand servitoriat parmi 7 autres candidats d'Haïti et de la diaspora. Alcena Zamor a lancé un appel à l'unité parmi les siens, tout en promettant de poursuivre le travail réalisé par feu Max Beauvoir. Pas venir dans le conflit, venir gérer le conflit. Comme on rassemble, côté que venir relayer pour nous chita ensemble, pour nous capables de faire ça que les autres pas de faire. Qui ça que nous venons faire? Nous venons montrer nation, pays d'Haïti gemet. Le gemet. Ce n'est pas un peuple que nous hier. Il faut que aujourd'hui nous ramassions caractère. Pas pour autant que nous pas besoin de paysans nous. Mais oui, nous besoin.
nous besoin yo capable toujours accompagner nous. Parce que par contre, même au niveau du pays d'Haïti, chef d'État nous qu'on obligé servir à servir l'autre pays comme conseiller. Et bien je dis c'est ça que fait moi-même au gouvernement national et comme président national à titre national, c'est ça que moi-même force moi là matin parce que je sens que je vive parce que je vais faire du pays. Je vais faire du pays parce que nous connaissons devise nous, c'est l'union pour faire la force. Et bien avec l'union tête ensemble, nous avons joindre une route, une feuille de route pour nous conduire même le peuple à bonne voie. Voilà ce que nous pouvions dire de l'actualité cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés pour la suite de la programmation.